Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous l'ai promis dans les shorts, je vous l'ai promis de donner des réponses un petit peu sur tout ce qui s'était passé au mois de décembre dans ma vie comme changement. Le plus gros changement, je pense que vous l'avez tous deviné et vous l'avez tous vu, et ça se voit derrière moi, cette magnifique tapisserie. On a déménagé. On a déménagé et naturellement la maison on n'a pas refait à notre goût ou autre, donc tout est absolument dans son jus. C'est pour ça que dans mes shorts vous voyez des fonds, alors c'est souvent des fleurs, on a aussi un peu du vert un petit peu douteux et sinon on a souvent des fleurs, des fruits, des choses comme ça dans notre nouvelle maison. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros changement qu'il y a eu en décembre dans ma vie, c'est le déménagement. À tous ceux qui me demanderont où, pour le moment, si vous voulez bien, je tiens à garder cette information pour moi. Je pense que quand je serai prête à en parler, je vous en parlerai, je vous raconterai tout, je vous montrerai même des photos, des vidéos, de ma nouvelle vie, de ce que je fais, etc. Il n'y a pas de souci, mais pour le moment, je me protège et je garde ça pour moi. Je vous parlais de l'année 2023 parce que l'année 2023, au-delà du déménagement, a été une année avec beaucoup de changements pour moi. Et les changements ont commencé en janvier, directement. Ça a été très simple. Comme vous le savez, mon agresseur est décédé en décembre 2022. Et malheureusement, pour des questions de protection, ça a été une décision vraiment difficile pour moi. Mais j'ai dû prendre la décision de couper les ponts avec mes parents complètement en janvier 2023. Je précise de suite que cette vidéo n'est absolument pas un règlement de compte. C'est simplement que maintenant que j'ai réussi à mettre des mots sur mes mots, je peux en parler. Et pareil, j'ai pas de haine, j'ai pas de colère. C'est simplement que ça pourra peut-être aider certains d'entre vous à comprendre qu'à un moment donné, il faut couper. À un moment donné, il faut arrêter d'essayer de convaincre les gens, surtout des gens qui n'ont pas forcément envie d'être convaincus. Et faut se protéger et faut couper, quoi. Alors, comment j'en suis amenée à couper les ponts avec mes parents? Et ça va être le thème de cette vidéo au-delà du déménagement, simplement parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais j'avais vraiment envie d'aborder ce point avec vous parce que dans mon histoire, et ça a été vraiment ma plus grosse erreur, je me suis tue. J'ai gardé le silence sur énormément de choses pour protéger des gens. Alors, au-delà de mes parents ou autres, quand je dis certaines choses, ça ne les désigne pas forcément, mais pour protéger des gens qui n'en valaient pas forcément la peine. Et tout au long de mon affaire, tout au long de la procédure, tout au long de ma vie, clairement, depuis le départ, ça a été l'erreur que j'ai faite. Et dernièrement, il s'est passé quelque chose, quelque chose est arrivé plutôt, à quelqu'un qui m'est très proche et à quelqu'un que j'aime. Et le conseil que je lui ai donné, c'est vraiment ça, c'est ne fais pas la même erreur que moi, ne te tais pas. Et fais savoir ce qui s'est passé, fais savoir ton mal-être à ce moment-là, pour que derrière, on évite de te traiter de menteuse. Parce que finalement, vous avez deux types de personnes. Enfin, trois même. Vous avez les gens qui crient tellement au loup que quand ils crient réellement au loup et qu'il y a vraiment le loup, plus personne ne les croit. Vous avez ceux qui disent les choses comme il le faut, et malheureusement, j'ai pas forcément toujours eu cette qualité. Parce qu'avec ce qui m'est arrivé, des fois j'arrive pas à trouver les mots. Il y a même des fois où j'arrive pas à mettre des mots sur mes émotions et que c'est plus tard en me posant que j'apprends et que j'arrive en fait à savoir ce que je ressens. Et il y a d'autres personnes où j'étais comme ça avant, qui se taisent, qui veulent absolument pas faire de vagues, mais pas faire de vagues parce qu'elles veulent protéger les gens et qu'elles savent que, par exemple, moi je sais que quand j'ai porté plainte, indirectement, forcément, ça a fait du mal à des personnes. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a 1 an ou 2, j'étais persuadée d'être coupable. Coupable d'avoir brisé ma famille, coupable d'énormément de choses. Et c'est vraiment au procès où, avec les mots du procureur, donc le procureur peut m'en vouloir, mais franchement j'en doute fortement, d'avoir fait du forcing, etc. pour que mon affaire soit reconnue, mais qu'il sache que ces mots ont clairement changé ma vision des choses, ont clairement changé cette vision de je suis à l'origine du problème, je suis le problème. Et j'ai décidé de couper les ponts avec mes parents simplement parce que je ne me sentais pas protégée. Il a fallu que je prenne cette décision de me protéger moi-même
Pour la simple et bonne raison que depuis le départ, donc quand j'en ai parlé, et c'est ce que j'ai expliqué pendant la procédure, etc., mes parents, alors pareil, il y a toujours cette présomption, je n'accuse absolument personne, parce que je suis pas dans leur tête, donc je suis incapable de dire réellement les choses pour eux, je le précise aussi. Quand j'en ai parlé quand j'avais 13 ans, alors soit ils l'ont pas compris, soit ils ont compris, mais en tout cas, vraiment, le résultat final, c'est qu'ils n'ont pas agi. Ou en tout cas, ils ont agi à leur échelle, en pensant peut-être faire quelque chose, mais clairement, ils n'ont absolument rien fait. Parce que moi, j'ai continué d'être amenée donc, chez mon agresseur, et ce qui se passait a continué à se passer. Et c'est moi, à 16 ans, lors d'une ultime agression, qui ai décidé et qui ai dit « moi, je ne veux plus aller là-bas ». Et le discours de mes parents, ça a toujours été de « on ne s'est pas rendu compte de la chose ». Moi, je veux bien croire là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Je précise, je n'accuse absolument personne. Mais, disons qu'il y a des décisions qui n'ont pas été prises, et en fait, l'ampleur du problème n'a pas été réellement prise en compte. Pourquoi ? Parce que, au-delà de mes parents, toute la famille a voulu gérer ça à l'échelle familiale. Ils étaient sûrement persuadés de pouvoir l'arrêter à ce moment-là. Mais en fait, ils n'ont rien réussi à arrêter du tout. Ils ont simplement permis, alors sûrement sans le savoir. C'est vraiment, j'accuse personne. Et je me sens obligée de le dire parce que on va dire oui, elle a dit ça et tout. Non, non, vraiment. Mais sans le savoir, c'est cette attitude-là de ne rien faire qui a permis qu'il continue et puis qu'il derrière, il y ait d'autres victimes ensuite. Et moi, la décision que j'ai prise de ne absolument plus y aller du tout, c'est parce qu'à 18 ans, je me suis retrouvée à devoir y retourner pour Noël, simplement parce qu'on m'a dit, de toute façon, en gros, si tu viens pas avec nous à Noël là-bas, tu passes Noël toute seule. Et je sais qu'à un moment donné, ma soeur s'en est beaucoup voulu, parce qu'elle me dit, moi j'avais 21 ans à l'époque, et en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris, donc moi j'y suis allée, quoi. Et elle culpabilisait en me disant, mais à ce moment-là, j'aurais dû dire... mais non, je reste avec toi. Mais en fait, non. Parce que déjà, elle connaissait pas l'ampleur du problème réel. Et c'était, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était aux adultes réels. Parce que quand vous êtes dans le début de votre vie d'adulte, comme moi je pouvais l'être, où clairement, déjà mon enfance avait été totalement cagneuse, vous n'êtes pas en mesure de prendre ce genre de décision. Et c'est quand, à ce Noël-là, il y a encore eu un incident, que dans ma tête, je me suis dit, maintenant, ça suffit. Il y en a marre, parce que moi, derrière, je dois me reconstruire. Et moi, ça me prend des mois, voire des années, à chaque agression de m'en remettre. Donc maintenant, ça suffit. Et le pire, c'est qu'à ces 18 ans-là, quand j'y suis allée, j'étais persuadée d'être forte. J'étais persuadée de pouvoir me défendre. Et en fait, je me suis rendu compte que face à mon agresseur, même si ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu, j'étais absolument pas forte. Et que les femmes, comme les hommes, un humain, il a des moments dans sa vie où il sera fort et il a aussi des faiblesses. Donc il y a d'autres moments dans sa vie où il sera faible. Et moi, clairement, face à mon agresseur, j'étais pas bien, j'étais en état de faiblesse. Et en fait, j'aurais eu besoin à ce moment-là que quelqu'un prenne ma défense, que quelqu'un puisse me protéger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les années ont passé, mon frère s'est marié, etc. Et donc j'ai décidé d'aller porter plainte en 2016. Après avoir commencé une thérapie, d'ailleurs j'ai commencé une thérapie parce que quelqu'un de ma famille m'a fait énormément de mal en se servant de ce que j'avais vécu, en me disant que clairement, en gros j'étais dans ma période fin 2015 où j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de briser le silence et j'avais besoin de dire ce qui m'était arrivé. Et je commençais même dans ma tête en tout cas, à avoir cette démarche de me dire mais il faut que j'aille porter plainte, il faut que j'obtienne justice pour ce qu'il m'a fait pendant des années, quoi. Et fin 2015, quelqu'un de ma famille a utilisé ça pour me faire du mal en me disant écoute, moi j'ai vécu la même chose que toi, bon peut-être pas à la même échelle, mais c'est bon, moi je m'en suis sortie, tu vois bien, je suis pas en train d'étaler ça sur la place publique, donc maintenant tu te tais et en gros t'arrêtes d'essayer de faire du mal aux gens avec ça et puis en gros on n'a pas envie d'entendre tes problèmes. Le souci,
c'est que quand j'ai expliqué à mes parents ce que cette personne avait dit, où moi j'attendais un soutien énorme, mes parents ont encore pas agi. Et c'est une succession de choses où malheureusement mes parents, ça a été leur cas, ne prennent pas souvent position et n'agissent pas forcément. Et c'est exactement ça qui leur a été reproché au procès, d'avoir été des parents démissionnaires face à une situation qui aurait demandé justement qu'ils prennent position et surtout qu'ils prennent soin de leur enfant. Mais on n'est pas là pour les accuser, je suis juste là pour expliquer une situation où en gros j'ai pas décidé de couper les ponts avec mes parents du jour au lendemain. Et je tiens également à préciser que lors du procès, dans la procédure en tout cas, on m'avait proposé d'inclure mes parents sur le banc des accusés. Chose que je n'ai jamais faite, simplement parce que personnellement, je ne leur en ai jamais voulu et j'ai jamais eu de haine contre eux. Alors de la colère, oui, mais de la haine, non. Et actuellement, il n'y a ni haine, ni colère, ni ressenti. Je le précise. Et je sais qu'autour de cette vidéo, je ne vais pas arrêter de le dire, mais c'est très important. Qu'aujourd'hui, je me sens prête à faire cette vidéo parce que je me sens prête à briser le silence face à cette relation qui clairement n'était pas bonne du tout. Et voilà, qui m'a amenée à prendre une décision pour mon bien-être à moi. Ce qui s'est passé, c'est que donc fin 2022, il y a eu l'enterrement de mon agresseur. Et en fait, ce qui m'a le plus fait de mal à ce moment-là, c'est que moi, j'avais besoin de faire mon deuil. Et tout le monde pensait, toute la famille de ma mère, que en fait, ça me faisait du bien de savoir qu'il était mort. Mais moi, ça m'a pas fait du bien de savoir qu'il était mort, ne serait-ce que sans avoir mis un pied en prison. Ça m'a pas fait du bien. Et en gros, les gens ont dit non mais c'est bon, arrête ton char, tu continues, maintenant il est mort, ça suffit. Et il y a aussi eu des phrases après le procès de oui c'est bon, maintenant tu vas arrêter ton cirque sur YouTube, tu vas arrêter tes vidéos, c'est bon, t'as obtenu justice, maintenant t'arrêtes. Et ça a été une succession d'incompréhensions comme ça, où clairement ce que je fais avec l'association, avec la chaîne YouTube ou autre, a été soit mal interprété, soit mal jugé, ou en gros on s'attendait qu'une fois mon affaire résolue, ou à peu près, parce que la procédure est encore en cours, je le précise, j'allais fermer ma loupé. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai découvert en faisant ma chaîne YouTube que j'aidais des gens. Et quand vous commencez à aider des victimes et que vous commencez à donner l'aide que vous auriez adoré recevoir, et quand vous répondez à des questions, ou moi j'aurais adoré qu'on réponde à mes questions, quand j'ai commencé ma procédure, ou quand j'étais plus jeune, quand j'étais complètement démunie par rapport à ce que je vivais, mais je vais pas arrêter. Et en fait, j'arrête pas de dire en fait, c'est un toc de langage, et surtout quand je suis stressée. Pourquoi je n'arrêterai pas ? C'est pas parce que sur cette chaîne YouTube je veux régler mes comptes ou autre, loin de là. C'est parce que on ne me réduira plus au silence sur ce que j'ai vécu et on ne me réduira plus au silence sur la pédocriminalité. C'est un fléau aujourd'hui en France et je refuse en me taisant de continuer de participer à la propagation de ce fléau. Dites-vous que si vous ne faites rien alors que vous connaissez une victime et que vous ne l'aidez pas, quelque part en fait, vous continuez à avoir des comportements toxiques pour la personne et c'est grâce à vous que tout ça, ça continue. Alors vous allez peut-être vous sentir offensé quand je dis ça en disant « Non, mais moi, je suis pas pour la pédocriminalité et tout. » Non, mais de par ton silence et de par ton inaction, si un de tes proches fait du mal à un autre de tes proches, en fait, va le dénoncer. C'est comme si ton fils ou ta fille ou ton père faisait un meurtre et que tu le sais et que tu l'aides à cacher le corps. Et le pire, et ça a été vraiment le pire, et c'est ce qui m'a fait le plus mal au bide, c'est que on me reprochait d'être encore en vie. On me disait, non mais attends, c'est bon, en gros, guéris. Et j'expliquais aux gens, et je l'explique encore, on ne guérit pas de ça, on apprend à vivre avec. Et soit on en fait une force, soit ça devient tellement une faiblesse qu'on ne sait plus quoi faire d'autre. Et moi, je voulais absolument que de mon histoire, il en sorte du positif. C'est-à-dire que je voulais absolument de cette horreur que j'ai vécue, en faire quelque chose de bien. Et ma manière d'en faire quelque chose de bien, c'est ça.
C'est de parler avec les gens, c'est d'avoir créé l'asso, c'est de briser le silence. Et c'est là où on est arrivé sur un tel gouffre d'incompréhension avec mes parents qu'il a fallu couper les ponts. Où à chaque vidéo, mes parents se sentaient accusés, se sentaient acculés, alors que je parlais pas forcément d'eux. Et là où ça m'a été le plus gros reproche qu'on m'a fait, c'est quand je suis passée sur NRJ12 chez Morandini, où quand on m'a posé la question de la relation que j'avais avec mes parents, où j'ai expliqué que moi je les considérais comme des géniteurs. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de mal qui avait été fait à ce moment-là. Il y avait trop de mal qui avait été fait et ça m'a été reproché, hein. Mais vraiment, hein. Mes parents ne m'ont plus parlé pendant 1 mois et j'ai voulu améliorer les choses, j'ai voulu leur donner un peu, leur tendre la main et pareil, ça a été mal interprété encore une fois. Et mes parents m'ont demandé de faire une vidéo d'excuses où en fait je m'excusais d'avoir dit ça, etc. Mais non. Et pareil, on m'a accusée sur ma chaîne YouTube de ne pas dire que mon agresseur n'était pas mon père et que du coup, mon père se retrouvait à devoir se justifier de certaines choses. Alors, je le redis, mon agresseur n'est pas mon père, mais c'est surtout que moi, j'ai jamais dit que mon agresseur était mon père. Je n'ai absolument jamais dit ça. Mais le fait qu'il n'agisse pas et qu'il ne se tienne pas à mes côtés, quand je dis ça, c'est au pluriel, c'est ça en fait qui a fait que les gens ont commencé à se poser des questions. Parce que moi, j'ai commencé à prendre mes distances pour aller mieux, tout simplement. Et donc, quand je suis passée chez Morandini, on m'a reproché d'avoir expliqué ma relation avec mes parents, que c'était mes géniteurs, quoi. Et quand j'ai dit ça, c'était pour expliquer qu'on n'avait pas de relation spécialement bonne, ou c'était ni bon ni mauvais, mais qu'il n'y avait pas cet amour. Il n'y avait pas cet amour parce qu'en fait, je représente ce que mes parents ne veulent pas. Ça veut dire que mes parents espéraient quelque chose pour moi, déjà que je me taise, entre autres. Alors, pas que je me taise sur ce que j'ai vécu, mais qu'en gros, je sois beaucoup plus discrète et que je commence pas à étaler ça sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'ils ont pris ça un peu comme une vengeance, alors que ça ne l'était pas du tout. Moi, j'ai vraiment toujours fait ça pour aider les autres ou pour me battre pour ma cause, quand je cherchais à avoir une date de procès et que mon affaire soit reconnue. Parce que c'est très difficile quand vous n'avez plus de preuves 20 ans après de faire reconnaître des faits. Moi, les derniers faits étaient quand j'avais 16 ans. La dernière agression ou attouchement a eu lieu quand j'avais 18 ans. Enfin, c'est quand même compliqué, quoi. Parce qu'à part des témoins, allez prouver à quelqu'un qui vous a touché. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, la dernière agression a eu lieu au mariage de mon frère. Donc c'est tout des choses comme ça où... En gros, ma famille n'a jamais pris parti de dire à mon agresseur « Toi, tu viens pas ». Alors, il n'y a que ma sœur qui a pris ce parti à son mariage, de dire « Tu n'es pas invitée ». Et pour moi, ça a été un soulagement parce que je suis allée au mariage de ma sœur en me disant « J'aurais pas besoin de faire attention ». Et en gros, j'aurais pas la trouille au ventre de me retrouver à un moment donné toute seule avec lui et de devoir faire gaffe. Voilà. Mais le manque de décision pour me protéger de la part de ma famille, en fait, a fait que j'en suis arrivée à moi devoir me protéger. Et je reviens sur cette affaire qui m'a été reprochée, d'avoir dit que c'était mes géniteurs. Et en fait, quelques mois plus tard, avant le procès, j'ai eu accès à leurs témoignages. Et dans leurs témoignages, et ça j'en ai discuté avec mon papa entre autres, il disait qu'il avait des relations avec moi parce que j'étais sa fille. Mais qu'en gros, on n'avait rien en commun et que c'était comme ça, quoi. Qu'il savait pas trop quoi faire de moi, mais que comme j'étais sa fille, fallait qu'il continue à avoir des relations avec moi. Et ma mère, c'est ce qu'elle disait aussi. Et je peux vous dire que, ça fait mal. Ça fait mal et ça vous met vraiment c'est... Punaise, vous prenez une poutre dans la tronche, quoi. Mais vraiment, à vous dire, mais... J'avais ce sentiment qu'on n'avait pas de lien. Alors vous allez me dire, je l'avais déjà dit chez Morandini, donc pourquoi être étonné de ça ? Mais parce qu'en fait, on vous le reproche derrière. Donc vous vous dites, je me suis trompée sur ce que j'ai dit, sur mon ressenti. Mais en fait, non. Il ressentait exactement la même chose que vous. Le seul reproche qu'il vous faisait, c'est de l'avoir dit en public. Et là, j'ai compris qu'il y en avait marre.
Il y en avait marre parce que je devais me retenir de tout dire, je devais toujours me retenir en permanence, mais j'ai pardonné. J'ai pardonné ça et je peux vous dire que j'ai dû en pardonner des choses. Et donc le procès est passé, et après le procès, il s'est avéré que visiblement mes parents avaient été traînés dans la boue suite au procès. Et alors vous allez me dire, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. Le procureur a prononcé cette phrase de dire « et nous avons affaire à des parents totalement démissionnaires ». Le procès a dû durer 4 heures ou 4 heures et demie, un truc comme ça. C'est la seule phrase qu'ils ont retenue. Sachant que pendant ce procès-là, la personne à qui on s'en est pris, qu'on a fait passer pour une menteuse, une affabulatrice, une comédienne, c'est moi. C'est moi qui ai été traînée dans la boue pendant 4 heures, ou alors sinon, on n'a pas du tout assisté au même procès. Et le problème, c'est que d'avoir été raconté ça ensuite derrière, en disant ouais, elle nous a traînés dans la boue, etc., machin, déjà c'était pas moi, hein, c'est le procureur qui l'a dit. Donc c'est pas moi personnellement, Anna Vicente, qui suis allée dire ça. C'est le procureur. Mais finalement, tous les gens qui étaient là au procès, quand ils ont entendu ça de la part de mes parents, forcément mes parents ils se sont décrédibilisés tout seuls. Parce que les gens étaient là et ils n'ont pas du tout vécu la même situation. Le problème, c'est que tous ceux qui n'étaient pas là, ils ont écouté ce qui a été raconté. Et pourquoi? Mais simplement parce que moi, je n'ai pas ouvert ma bouche. J'ai pas ouvert ma bouche parce que j'étais, mais après le procès, dans une telle souffrance. Mais une telle souffrance d'avoir été traitée de menteuse. Enfin, franchement, c'était compliqué, quoi. Enfin, le procès, il m'a pas fait du bien. Et tout le monde me disait, mais c'est bon, le procès, il a dû te faire du bien. Il a été déclaré coupable. En gros, tais-toi maintenant, ça suffit. Tu devrais être contente. Mais en fait, personne n'a à me dire quand je dois être contente ou pas. C'est qu'un procès, c'est éprouvant à vivre. Pourquoi? Parce que moi, je savais que ce que je disais, c'était vrai, mais on devait le prouver. Et que mon agresseur, pour se justifier de certaines choses, alors, il y a quand même eu des moments un peu drôles où clairement il s'est fait défoncer par les juges, par les justifications qu'il donnait, etc. Mais la plupart du temps, mon agresseur, ce qu'il a dit, c'est que j'étais quelqu'un de déséquilibré, que je jouais très bien la comédie, moi j'ai pleuré tout le procès, et son avocat n'arrêtait pas de dire que je pleurais très bien. Que je pleurais très bien et qu'on ne pouvait que me croire étant donné mon attitude. Vous l'auriez bien vécu, vous? Donc moi, il m'a fallu bien 6 mois pour me remettre de mon procès et pouvoir commencer à en parler réellement. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo et quand j'en avais parlé, j'étais pas totalement remise. Et c'est ce que j'expliquais, qu'un jour, je vous parlerai de mon procès en détail, mais que c'était pas encore le moment et que je vous donnais seulement les phrases clés. Et donc, tout ça, on est toujours en 2022 parce que mon procès a eu lieu en avril 2022. Et entre-temps, moi, j'ai vécu des choses dans mon travail, etc. Et à ce moment-là, j'aurais eu besoin de soutien. Et non, à ce moment-là, je me prenais des phrases comme c'est bon, maintenant tu vas arrêter ton bordel sur YouTube. Non, parce qu'en fait, mes vidéos aident des gens. Et du coup, moi, j'ai commencé le processus pour commencer à créer l'association et tout. Et c'était, mais t'en as pas marre de parler de ça? T'en as pas marre d'être là-dedans? La question que tu devrais te poser, c'est plutôt, est-ce que j'en ai pas marre d'aider les gens? Parce qu'en fait, c'est pas forcément facile pour moi d'avoir fait tout ça. Mais je le fais. Et je suis heureuse de le faire, c'est ça le pire. Parce que quelque part, ça m'aide d'aider les autres. Ça m'aide à ne pas me réduire à mon histoire. Mais tout ça, ça a été mal compris. Et donc, fin 2022, nous en arrivons, après tout ce qui s'est passé après le procès, nous en arrivons donc au décès de mon agresseur. Et où, comme je vous l'ai dit, j'étais censée être contente. Mais j'étais pas contente qu'il soit mort. J'étais pas contente parce qu'il avait pas encore fait sa peine. Il avait même pas encore mis un pied en prison. Comment vous voulez que je sois contente? Le mec a été condamné à une peine qui me remboursait même pas mes frais d'avocat. Et tout le procès, je le rappelle, j'ai été accusée d'en vouloir à son argent. Et que lui, le pauvre, n'avait pas un copec. Mais qui irait faire toute une procédure comme ça
pour savoir, et je le savais dès le départ, hein, que j'allais rien gagner du tout. Hein. Moi, je voulais juste qu'on dise qu'il était coupable et qu'en fait, ce soit reconnu. Moi, c'est ce que je demandais. Mais voilà, donc on arrive en décembre où moi j'apprends par une cousine que mon agresseur il va pas très bien, qu'il est à l'hôpital. Et il décède. Et en fait à ce moment-là, moi j'ai besoin de savoir s'il est décédé. Et en fait j'appelle tout le monde parce que j'ai besoin d'une confirmation, ça me bouffe les tripes quoi. Enfin, j'en dors pas de la nuit, je me tape une nuit blanche. Et c'est comme si on vous donnait cette... Enfin, vous avez une info, vous n'êtes pas sûr que c'est vrai. Et puis c'est quand même une info hyper importante pour vous, pour votre bien-être. Et en fait, on ne veut pas vous répondre. Et j'ai fini par appeler un oncle, mon oncle du Nord, qui a fini par me dire « Mais c'est le seul qui m'a répondu, hein. Oui, il est mort. » Et à ce moment-là, je me suis dit « Oh, il est mort. » Mais alors ça a été après 8 à 10 heures où j'étais pas sûre. Et vous allez me dire, mais c'était pas très grave, peut-être pour vous, mais pour moi ça l'était. Ça l'était de savoir s'il avait osé mourir sans que finalement justice soit rendue. Parce que oui, il a été nommé coupable. Mais en attendant, il est jamais allé en prison, il a jamais payé pour ce qu'il a fait. Donc finalement, il est mort tranquillement. Et quand je vous dis ça, pareil, il n'y a pas de colère. C'est juste un fait. Le mec, il est mort tranquillement. Donc, oui, j'ai le droit de le dire. Et j'ai le droit de le dire sans forcément qu'on m'accuse d'être en colère ou autre. J'ai juste le droit de dire les choses. Mais, alors à partir de là, parce que moi j'ai eu besoin de réponses de quand est-ce qu'il va être enterré, et surtout, parce que moi j'avais lu les dépositions amenant à mon procès. J'avais besoin de savoir qui allait à son enterrement. Qui allait aller dire au revoir à un monstre? J'ai pas été déçue concernant la liste des invités, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Mais il y en a un, et ça je le retiens, qui à son enterrement a parlé, entre autres, de la part sombre de son père, sans forcément dire quoi que ce soit. Mais il a osé en parler, c'est encore mon oncle du Nord. Et alors mes parents ne sont pas allés à l'enterrement, je le précise. Mais suite à cet enterrement, il a été raconté des choses. Et moi, comme il y a eu énormément de mensonges autour de mon procès, autour de mon affaire, je vous rappelle quand même qu'il a été longtemps raconté que tout ce que j'avais subi, c'était pas vrai, et qu'en fait, ça avait été juste des effleurements. Que moi, je racontais beaucoup plus grave, mais que c'était pas si grave que ça. J'avais besoin de réponses. Et en fait, à ce moment-là, ma maman m'a raconté des choses sur l'enterrement où je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Cette personne qui me soutient depuis le départ, avec qui je peux échanger, etc. Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle ait fait des choses pareilles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la personne qui était accusée en question. Et la personne m'a très rapidement répondu que c'était totalement faux. Et oui, parce que maintenant quand on me raconte quelque chose, alors sachez-le, parce que c'est pas que dans mon affaire, mais dans la vie en général, quand on me raconte quelque chose, je vais le vérifier. Alors, je vais pas forcément le vérifier si c'est quelque chose d'avéré, ou si j'ai vraiment confiance en vous. Mais en général, si j'ai un petit doute, je vais vérifier. Donc vous avez intérêt en général à me raconter un truc vrai. Et là, je suis allée vérifier et c'était faux. C'était faux et c'était un énorme mensonge parce que je ne sais pas, j'ai même pas la raison de ce mensonge. Et au téléphone, ma maman m'a expliqué qu'elle avait besoin de reprendre contact avec sa mère et qu'elle ne croyait absolument pas et que de toute façon, quoi qu'elle ait fait, donc elle ne croyait pas que sa mère était complice dans ce que j'ai vécu et que de toute façon, quoi que sa mère ait fait, maintenant que mon agresseur était mort, en gros, ça ne comptait plus. Et moi, je lui ai dit, mais tu te rends compte quand même que tu es en train de dire que comme mon agresseur est mort, en gros, parce que moi j'ai vécu, ça compte pas. Ça compte pas, donc finalement, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et moi, quand elle m'a dit qu'elle allait reprendre des contacts avec sa mère, donc la femme de mon agresseur,
qui a vécu avec lui jusqu'à la fin, je le précise, et qui a soutenu son mari jusqu'à la fin, très important, en se faisant passer pour une pauvre dame vieille, en mauvaise santé, etc. Et de toute façon, mon agresseur, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est fait passer pour un vieux monsieur en mauvaise santé qui était embêté par sa petite fille qui lui en voulait énormément et qui en voulait à son argent. En gros, c'était ça leur défense, quoi. Et ma maman, elle m'a exprimé ce besoin de reprendre contact avec sa maman. Et moi, j'ai expliqué à ma maman que si elle faisait ça, moi je voulais plus avoir de contact avec elle parce que en fait voilà ce que je ressentais. Et il s'est passé que au-delà du mensonge qui a été dit ensuite après l'enterrement, il y avait en fait beaucoup de fois où moi j'entendais des gens qui me disaient tes parents racontent que t'as un cas psychiatrique, tes parents racontent qu'ils n'arrivent pas à te gérer. Alors je vous rassure, j'avais 29 ans et depuis que j'ai 18 ans, je travaille et mes parents n'ont absolument pas à me gérer. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qu'on a besoin de gérer, loin de là. C'est même insultant de dire ça. Mais en fait, c'était tout des choses comme ça où on ne savait plus quoi faire de moi. Tout des choses qui revenaient toujours à mes oreilles, où je me disais, bon, on va encore leur laisser une chance, voilà. Mais qui en fait, à chaque fois, me blessaient. Où je me disais, mais pourquoi aller raconter ça au lieu de dire... Mais en fait, dans cette affaire-là, donc moi j'attendais que mes parents disent ça, hein. Dans cette affaire-là, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On en est conscient, mais maintenant on va faire ce qu'il faut. Et comme ils n'ont pas assumé dès le départ de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, ils se sont mis à raconter plein de choses et surtout n'importe quoi pour justifier ce qu'ils n'avaient pas fait. Donc moi, j'avais pas utilisé les bons mots pour expliquer ce qui m'était arrivé, que je leur avais pas tout dit, mais ils n'ont pas creusé non plus, hein, quelque part. Et plein de choses comme ça, que je leur faisais du mal, que sur ma chaîne je réglais mes comptes avec eux, pas du tout. C'est juste que moi, à ce moment-là, ça a été la goutte d'eau. La goutte d'eau d'être encore traitée de menteuse et encore me retrouver, et je me souviens que c'est vraiment ce terme-là que j'ai utilisé en parlant de cette histoire, de dire je me retrouve encore dans une histoire parce que je dois encore me justifier d'être celle qui dit la vérité, parce que vous faites juste plus fort avec vos mensonges. Vous ne faites que chaque fois plus fort avec vos mensonges. Et ça, moi, je n'en veux plus dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis obligée de couper avec vous. Je suis obligée de couper, parce que moi, je suis blessée à chaque fois. Et qu'à chaque fois, je suis obligée de m'en remettre. Que moi, derrière, ça me prend des mois, voire des semaines. Et on repart à chaque fois à zéro. Et je pense que tant que mes parents n'auront pas accepté ça, que oui, ils n'ont rien fait, mais que c'est rattrapable. Que en gros, quand tu fais une bêtise, alors j'ai pas dit quand tu tues quelqu'un ou autre, hein, parce que quand tu tues quelqu'un, la personne c'est fini, quoi, hein, j'ai envie de te dire. Mais quand tu fais une bêtise, dans une histoire de pédocriminalité en tout cas, et que tu n'es pas le pédocriminel, mais si tu viens à dire une phrase débile à une victime, ou que tu viens à avoir un mauvais comportement avec la victime, style la culpabiliser, remettre en question sa parole, etc. Mais tu peux rattraper tout ça, tu peux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, mes parents ont fait le choix de reprendre contact avec ceux qui ont couvert mon agresseur. Et moi, personnellement, c'est comme s'ils avaient fait un choix. Et moi, du coup, j'ai fait le choix de me protéger et de ne plus leur parler. Et ça a été le choix le plus difficile en 2023. Alors, j'en ai beaucoup souffert d'avoir fait ce choix-là. Parce que j'ai découvert, ce que vous vous dites des fois, ils vont quand même essayer de reprendre contact ou autre. Je peux vous dire que pas du tout. Et j'ai découvert que visiblement la situation leur allait très bien. Alors c'était ma décision, et quand je prends une décision, je l'assume. Hein. Mais ma mère est allée voir sa mère. Ma mère cette année a passé Noël avec sa mère et avec ses frères et sœurs. Ça fait mal quoi.
Ça fait mal parce qu'en fait, il se comporte comme si rien ne s'était passé, comme si ma souffrance à moi n'avait jamais existé. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on ne se parlera sûrement plus jamais. Simplement parce qu'à un moment donné, il a fallu prendre une décision et réellement prendre parti pour leur fille et en fait prendre soin de leur fille. Et ça n'a pas été fait. Je précise également que si mes parents espèrent reprendre contact à la mort de la femme de mon agresseur, mais c'est fini. C'est fini parce que j'ai donné tellement de chance et à chaque fois j'y mettais tellement tout mon cœur. Mais vraiment, je leur donnais tout mon amour. Et cet amour d'enfant, cet amour de petite fille qui espère que la situation, elle va changer. Mais vraiment. Et je me sens complètement ridicule des fois en disant ça, mais en fait, il faut le dire, c'est mon ressenti. C'est qu'à chaque fois que je donnais une chance à mes parents, j'avais cette chance, cet espoir de me dire ce sera enfin comme je l'ai toujours espéré. On m'en voudra pas pour ce que j'ai vécu, on m'en voudra pas d'ouvrir la bouche pour ce que j'ai vécu, on m'en voudra pas de faire toutes mes actions pour ce que j'ai vécu, et on m'en voudra pas d'être qui je suis et ce que je suis. Et le problème, c'est que la personne que je suis aujourd'hui, elle est incompatible à avoir une relation avec des gens comme mes parents. Et ça fait mal de dire ça parce que pendant le processus là, quand ils ont fait le choix de reprendre contact avec la famille de ma mère, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, faire cette vidéo et vous parler comme ça, c'est difficile. Parce que souvent et longtemps pendant le processus là, je me suis demandé ce que moi j'avais fait pour avoir des parents qui m'aimaient pas. C'est bête à dire parce que YouTube va encore va censurer parce que je dis des gros mots et c'est bête, mais en tant qu'enfant, vous avez toujours cet espoir-là. Et aujourd'hui, j'en parle parce que je suis prête à en parler parce que en 2023, il aurait pu y avoir une foule de décisions à prendre pour pouvoir reprendre simplement contact avec moi. Ça aurait pu commencer par m'envoyer un message pour mes 30 ans. Ça aurait pu prendre des nouvelles de moi suite à mon opération qui a été quand même super lourde et ma convalescence a été très longue. Mais en fait, tout ça, ça n'a pas été fait. Et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'espérer des gens ou de mes parents. En fait, exactement la même chose qu'eux. Ils espèrent que je devienne quelque chose qui leur convient, mais moi j'ai compris également qu'il fallait que j'arrête d'espérer qu'ils deviennent quelque chose qui me conviendrait. Et aujourd'hui dans ma vie, je veux vraiment plus de mensonges, je veux plus de manipulation, je veux plus de on-dit autour de moi. Je veux plus revenir de convalescence et que mon collègue au boulot me pose des questions sur ma relation avec mes parents alors qu'on se connaît quasiment pas. Pourquoi ? Parce que il les a eu au téléphone et qu'ils lui ont raconté des trucs sur moi. Tout ça, j'en veux plus dans ma vie. Moi, dans ma vie, je veux juste être en paix. Et pour vivre en paix, malheureusement, des fois, il faut prendre des décisions comme ça. Et moi, la plus grosse et la plus lourde décision, et celle qui m'a fait le plus de mal, ça a été de couper les ponts avec mes parents. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour me mettre à nu devant vous, et en plus cette vidéo, elle est vraiment très très dure pour moi à tourner. C'est juste pour vous expliquer les choses. Et mes parents ont sûrement un point de vue différent, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ils ont le mien, et ils savaient qu'en prenant toutes les décisions là, en 2023, ce sera encore plus terminé. Et pour moi, c'est fini. Fini parce que je dois me protéger et fini parce que j'en ai marre de devoir guérir à chaque fois qu'on me fait du mal. Et aujourd'hui, je suis heureuse, mais vraiment, même si ça se voit pas dans cette vidéo parce que j'arrête pas de pleurer, mais je suis heureuse. Je suis heureuse parce que j'ai pas besoin de me justifier de comme je suis. Mes amis me reprochent pas de faire ce que je fais. Et aujourd'hui, mes amis, c'est devenu ma famille. Et en fait, je suis super fière de qui je suis. Je suis fière de qui je suis parce que quand je vois de là où je viens, quand je vois dans quel état j'étais en 2016,
Mais si en 2016, le mois de 2024 était venu me voir pour me dire « Mais t'inquiète, tu vas devenir ça, ça, ça et tout », je l'aurais pas cru. Je l'aurais pas cru, on est à 7 ans et demi après le début de ma procédure. Mais franchement, j'y aurais pas cru. Enfin, moi, dans ma tête, voilà, je me serais jamais cru capable de déménager à 800 km de chez moi pour, je vous le raconterai dans la prochaine vidéo, mais pour une mutation professionnelle. Je me serais jamais cru capable de créer une association. Je me serais jamais cru capable d'aider 11 personnes dans mon association en 2023. Et surtout, et c'est ça qui m'a le plus touchée, je me serais jamais cru capable de fédérer autant de choses autour de l'association. Mais j'ai des gens dans mon association, mais qui sont des perles. C'est des gens, mais franchement, mais j'ai une chance, mais inouïe. Et je me dis à chaque fois, mais comment j'ai de la chance de les avoir autour de moi pour qu'on fasse autant de choses ensemble. Et en fait, je suis fière de ce que je suis. Si on m'avait dit en 2016 que je serais diplômée en 2019, que ouais, j'ai des troubles de l'attention et tout, mais que je finirais par l'avoir, ce diplôme, mais je vous aurais pas cru. Pour moi, en 2016, la vie, c'était la loose. Voilà, j'avais vécu ça, et en fait, ça résumait ma vie, et ça résumait l'échec de ma vie. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un discours tout à fait autre, où ma vie, j'ai envie de la croquer à pleines dents. Et que c'est pas forcément facile tous les jours avec le stress post-traumatique, mais maintenant, la vie, j'ai envie de la bouffer, et en fait, je veux plus de gens autour de moi qui sont négatifs ou qui me jugent parce que j'ai envie de faire ça, ou qui sont là et qui racontent surtout n'importe quoi sur moi, et qui répandent des on-dit qui ne me désignent absolument pas. Voilà, Anna elle est comme ci, Anna elle est comme ça, sauf qu'en fait c'est pas vrai du tout, et qui surtout n'arrêtent pas leurs bêtises. J'espère que cette vidéo sera bien comprise, parce que je veux pas non plus être dans les détails, à tout dire, etc. Mais dans votre vie, vous allez devoir prendre des décisions difficiles, et moi j'étais persuadée qu'on avait besoin d'avoir des parents. Et finalement, quand les parents sont défaillants ou démissionnaires, parfois on est plus heureux sans. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Et du coup, j'ai pas du tout envie de retourner dans tous les travers que j'avais, et dans tous les travers que je subissais surtout, quand j'avais mes parents autour de moi. Voilà. La vidéo de la semaine prochaine sera un peu plus drôle, je vous rassure, parce qu'on parlera de mon déménagement. À bientôt, et dites-moi ce que vous en pensez, et surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous aussi, malheureusement, à un moment donné, vous avez dû couper les ponts avec vos parents.